Bitcoin, Satoshi Vision, Bitcoin SV. Si comme moi vous avez toujours eu la flemme de savoir ce que c'est, eh bien cette petite vidéo va vous faire un résumé. Alors, Bitcoin Satoshi Vision, c'est un fork de Bitcoin Cash qui lui-même est un fork de Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer, mais pour ça, il faut que je vous raconte brièvement la guerre des gros blocs, la guerre de la taille des blocs qui remonte à 2016-2017. C'est assez peu su, mais dans Bitcoin, il y a deux types de consensus. Il y a d'abord le consensus du réseau Bitcoin, du réseau informatique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est inclus à l'intérieur du logiciel, et les gens qui installent ce logiciel, justement, sont d'accord pour ces règles du jeu, et donc du coup on n'a pas besoin de se faire confiance les uns les autres pour savoir qui a combien de bitcoins et qui a le droit de transférer des bitcoins à qui. Ça marche justement avec les wallets et avec le réseau, pour faire simple, pour rester très accessible au grand public qui voudrait un petit peu connaître cette histoire. Mais ce que je viens d'expliquer n'explique pas, c'est comment on se met d'accord sur le logiciel lui-même. Et le logiciel lui-même, quelle est la bonne version? Si moi, tout à coup, je publie une nouvelle version du logiciel Bitcoin sur Internet, pourquoi il serait moins légitime que quelqu'un d'autre? Et c'est là où on a le deuxième consensus de Bitcoin, et ça, c'est très important de le comprendre. Bitcoin n'est pas seulement un consensus au niveau d'un logiciel qui a pensé ça très bien, mais c'est aussi un consensus social. Finalement, le réseau Bitcoin, c'est un logiciel et aussi des utilisateurs, une communauté d'utilisateurs. Et en 2016-2017, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose qui nous a appris qui moi en tout cas m'a appris sur la communauté Bitcoin, quelque chose que j'ignorais totalement. De toute façon, j'ai découvert Bitcoin à ce moment-là. C'est que en plus de tout cela, Bitcoin est donc un consensus social. Il faut que les gens qui font tourner Bitcoin, donc les différents nœuds du réseau, les utilisateurs avec leur wallet, les mineurs, tout ça, il faut que ces gens-là soient d'accord. Et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la politique. Il y a une victoire politique à obtenir au sein de la communauté afin de remporter la mise pour faire un changement dans Bitcoin. Alors, peu de gens le savent, mais il y a des changements dans Bitcoin. Bitcoin est un logiciel qui n'est pas gravé dans le marbre, il peut évoluer, il y a des gens qui continuent de travailler d'arrache-pied pour améliorer Bitcoin, et donc du coup, il y a de temps en temps des mises à jour qui sont proposées. Donc, la mise à jour là dont on parle, la guerre des blocs, la guerre de la taille des blocs, ça date de 2016-2017. Et puis, il y a eu une nouvelle mise à jour assez récente finalement, il y a environ un an, en novembre 2021, qui s'appelle Taproot. Mais là, cette histoire, elle se passe en 2016-2017. Donc, il y a un grand traumatisme au sein de la communauté. La communauté s'est vraiment entre-déchirée à l'époque, et donc du coup, on a pu voir grandeur nature, vraiment un test grandeur nature de comment ça se passe, le consensus social sur Bitcoin. Et c'était très long, très difficile, très compliqué. Vous aviez une grande partie des gens qui étaient pour les gros blocs et une grande partie des gens qui étaient pour les petits blocs. Je ne vais pas expliquer dans le détail, mais en gros, c'était l'enjeu de la mise à l'échelle du réseau. Si vous faisiez... à l'époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs, Bitcoin pouvait accueillir environ 7 transactions, entre 3 et 7 transactions par seconde.
Et donc du coup, les gens commençaient à s'inquiéter parce qu'il y avait de plus en plus d'utilisateurs sur le réseau et il fallait trouver une solution technique pour pouvoir accueillir tout le monde dans le réseau Bitcoin. Et on se rendait bien compte que si Bitcoin avait de plus en plus de succès, eh bien au bout d'un moment, il serait victime de son succès, ne pourrait plus accueillir tout le monde. Et donc du coup, ça allait être une compétition au niveau des frais de transaction pour pouvoir faire accepter cette transaction dans un bloc. Et Bitcoin allait devenir un réseau de riches, quoi. Il aurait fallu payer cher pour pouvoir mettre sa transaction dans un bloc, et ça, c'est pas le but. On voulait un digital cash, quoi. On voulait quelque chose d'électronique qui représente les pièces et les billets, quoi. Quand je vous donne un billet de 20 €, ça me coûte le billet simplement. Il n'y a pas vraiment des frais de transaction exorbitants. Pour Bitcoin, on voulait que ça soit un peu pareil, que les frais de transaction restent négligeables. Et donc du coup, on avait des gens qui disaient, mais en augmentant la taille des blocs, on augmente l'espace disponible, et donc du coup, c'est plus la crise de l'immobilier, il n'y a plus un problème d'espace, et donc du coup, on résout un peu le problème. Et donc, dans leur vision, il fallait passer à 32 mégabits. On était environ 1 et quelques, là en ce moment on est entre 1,2 et 1,8. Si vous allez dans le même pool, vous pourrez le constater. Et eux, ils voulaient passer à 32, donc environ 16 fois plus. Donc pour pouvoir accueillir 16 fois plus de gens sur le réseau sans que ça pose problème. Et les petits blocs, eux, se disaient... Ouais, attendez, mais 16 fois plus, ça arrivera un jour et on aura encore le problème et il va falloir passer peut-être à 64, etc., etc. Et ça, c'est un problème. Et quel est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que plus on augmente la taille des blocs et plus la blockchain va grossir vite en taille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui a un nœud sur le réseau, il est obligé de télécharger la blockchain, de la stocker sur un disque dur, et donc du coup, vu qu'il y a un bloc toutes les 10 minutes, ça fait 1 ou 2 entre 1,2 et 1,8 mégabits toutes les 10 minutes. Donc ça grossit de manière raisonnable, ça grossit pas non plus à une vitesse astronomique. À partir de 32 mégabits, ça grossit 16 fois plus vite. Et donc du coup, ça va demander au fil des années de plus en plus d'espace pour stocker cette blockchain. Et donc du coup, ça va demander un disque dur beaucoup plus gros. Et aussi plus peut-être de puissance de calcul pour analyser la blockchain, etc., etc. Donc, la conséquence de tout ça, c'était que on voulait garder, les petits blocs voulaient garder une blockchain le plus décentralisée possible pour que personne ne puisse prendre le contrôle, parce que ça, c'était plus important que la mise à l'échelle du réseau. Et les gros blocs disaient non, mais la mise à l'échelle du réseau, c'est plus important. Même si on perd des petits nœuds, ils ont qu'à faire l'effort d'acheter un plus gros disque dur, et voilà, c'est trop important la mise à l'échelle. Mais la mise à jour Segwit, pour faire une petite parenthèse supplémentaire, avait pour ambition de rendre possible un autre moyen de mise à l'échelle, et cet autre moyen de mise à l'échelle, c'est le fameux Lightning Network, dont vous avez souvent entendu parler si vous me suivez sur Telegram, sur Twitter ou même sur YouTube. J'ai fait une super vidéo sur le Lightning Network, je vous encourage à aller la voir. Et donc du coup, en quelque sorte, personne n'a vraiment gagné cette guerre. C'était, on s'entre-déchire. Comment on fait dans ce cas-là quand on n'est pas d'accord ? C'est là où il y a un fork. Il y a les gens qui étaient partisans de Bitcoin Cash qui sont partis de leur côté, qui ont installé leur logiciel et leur réseau. Et il y a des nœuds Bitcoin qui sont devenus des nœuds Bitcoin Cash. Et puis, il y a des nœuds Bitcoin qui sont devenus des nœuds Bitcoin Segwit. Donc, Bitcoin Segwit, c'est le Bitcoin qu'on connaît. Celui qui est numéro 1 sur CoinMarketCap, c'est le Bitcoin Segwit qui est devenu le Bitcoin Taproot.
Donc il y a eu la communauté qui s'est partagée en deux, c'est ça un fork, la communauté s'est partagée en deux, les partisans de Bitcoin Cash sont allés d'un côté, les partisans de Bitcoin Segwit sont allés de l'autre, ils ont fabriqué Lightning Network et voilà. Et donc du coup, il y a eu une sorte de victoire politique des nœuds Bitcoin Segwit, puisque Bitcoin Segwit est devenu, on va dire, le Bitcoin officiel. Le consensus dit, bah voilà, le vrai Bitcoin, c'est pas Bitcoin Cash, c'est Bitcoin. Et d'ailleurs, il n'a pas de suffixe, on l'appelle Bitcoin. Et finalement, c'est parce que c'est lui qui remporte le plus d'utilisateurs et qui est resté le plus populaire. Donc Bitcoin Cash existe. Bitcoin Cash est une alternative. Peut-être que dans 10 ans, Bitcoin Cash va devenir extrêmement important pour telle ou telle raison. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin qui a gagné parce que le consensus social utilise Bitcoin plutôt que Bitcoin Cash. Voilà pour la petite histoire de qu'est-ce qu'un fork. Un fork, en fait, c'est un problème au niveau du consensus social. On n'est plus d'accord sur le code. La communauté se sépare en deux. Et là, sur ces entrefaits, on a eu un uluberlu, Craig Wright, qui revendique depuis des années le fait qu'il est Satoshi Nakamoto lui-même. Si vous cherchez Satoshi Nakamoto, n'allez pas plus loin. Craig Wright est là et vous dit c'est moi. C'est rigolo. Et lui s'est dit Bitcoin Cash, c'est bien, mais on va pas assez loin. La vision de Satoshi, la vraie vision de Satoshi, c'est-à-dire moi, c'est Bitcoin Satoshi Vision. Et là, il a forqué, donc il a proposé une nouvelle version du code de Bitcoin Cash, non pas avec 32 mégabits, mais avec 128. Donc là, on est passé d'un truc qui allait 16 fois qui est 16 fois plus gros, et là alors j'ai pris les petites notes, c'est encore j'ai marqué imagine une blockchain 16 fois plus grosse ou 60 fois plus grosse comme Bitcoin Satoshi Vision. Donc on passe de 32, là ça va à environ entre 1 et 2 mégabits, on va arrondir à 2 mégabits, et 128 c'est 64 fois plus gros que ça grossit 64 fois plus vite. Donc si Bitcoin Cash restait encore raisonnable en termes de taille de disque dur nécessaire pour pouvoir la faire tourner encore pendant de très nombreuses années, c'était quand même pas non plus délirant comme proposition, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision en est déjà à 2,5 terabytes et grossit potentiellement 60 à 64 fois plus rapidement, même un peu plus que le Bitcoin classique. Donc c'est complètement délirant. Il n'y a personne qui va avoir un nœud et qui va se dire ah oui, très bien, je veux avoir, je sais pas moi, dans 10 ans, je vais avoir des dizaines et des dizaines de disques durs, des dizaines et des dizaines de téras de données stockées simplement pour avoir mon nœud Bitcoin. C'est pas raisonnable, c'est pas envisageable. Les particuliers ne vont pas faire ça. Et je le rappelle, dans la blockchain, on veut 3 choses. On veut que ça soit décentralisé pour que personne ne puisse prendre contrôle du réseau et pour que les individus soient autonomes. Si vous avez votre nœud Bitcoin, vous êtes autonome. Et on veut que ça soit aussi effectivement qu'il y ait une mise à l'échelle, et là il n'y a pas de problème, Bitcoin Satoshi Vision en passant à 128 et 60 fois plus mise à l'échelle que le Bitcoin normal, et donc du coup devrait voir venir en termes de nombre d'utilisateurs. Mais le problème c'est qu'il perd sa décentralisation et donc du coup il perd son intérêt fondamental. Alors qui est Craig Wright ? Est-ce que Craig Wright est vraiment Satoshi ou pas ? Déjà par ce choix débile, il prouve qu'il n'est pas Satoshi, parce que Satoshi est extrêmement brillant et a pensé profondément à tout un tas de problèmes qui pourraient arriver et les a réglés des problèmes auxquels il n'avait pas pensé au début
au cours du début de la vie de Bitcoin assez rapidement, mais ce qui nous a laissé en héritage est absolument brillant. Quant à Craig Wright, manifestement, il n'a même pas compris le concept ou l'importance du concept de décentralisation originelle et qu'il y ait un maximum de nœuds qui soient capables de tourner sur un tout petit appareil tel qu'un Raspberry Pi. Voilà pour la preuve la plus convaincante, mais il y a d'autres preuves que Craig Wright est juste un clown. L'une des preuves les plus simples, c'est si vous êtes Satoshi, vous possédez donc les bitcoins de Satoshi, est-ce que vous pouvez déplacer un bitcoin de Satoshi? On sait les bitcoins de Satoshi qui sont là, déplacez-en un, et puis on verra. Je sais pas, j'ai pas trop envie, parce que ça pourrait faire paniquer le marché. Ouais, bon, ok. Ça serait pas bon pour Bitcoin, d'accord? Alors signez un message avec votre clé privée, et comme ça, vous la publiez sur un site internet et tout le monde pourra vérifier, c'est à ça que ça sert, clé privée, clé publique, que vous êtes effectivement le propriétaire de ces coins, même pas besoin de les déplacer. Là, pareil, il veut pas. Alors en réalité, il avait invité des journalistes dans une enceinte close, des journalistes qui n'y connaissent rien en informatique, et il leur a fait la démonstration qu'il avait effectivement les clés privées via une signature de message ou je sais pas quoi, mais comme c'était un environnement contrôlé et qu'ils ne l'ont pas publié par ailleurs, on ne sait même pas pourquoi, il n'y a pas de contre-argument sur si vous avez la preuve de quelque chose, pourquoi pas de le publier sur Internet, puis la polémique est terminée, il ne l'a pas fait. Mais il y a encore bien d'autres preuves, ou en tout cas indices très forts, que Craig Wright n'est pas Satoshi, et donc du coup ce n'est pas le Bitcoin Satoshi Vision, c'est le Bitcoin Craig Wright Vision, c'est-à-dire une bouffonnerie, puisque un Bitcoin qui n'est pas décentralisé, c'est un Bitcoin qui sert à rien. C'est clair que s'il n'y a que quelques nœuds sur le réseau, c'est trop facile d'en prendre le contrôle, et si c'est trop facile d'en prendre le contrôle, finalement, Bitcoin perd tout son sens, tout son intérêt. Voilà pour le volet technique. Qu'est-ce que Bitcoin SV? Donc le fork de Bitcoin Cash, qui est lui-même un fork de Bitcoin qui date de la guerre de la taille des blocs. Et le volet people, on va dire, donc Craig Wright. Vous pouvez suivre le compte Twitter de John Unchained qui souvent met des petites news par rapport à Bitcoin SV, parce que manifestement cette histoire le fait rigoler. Je vous mettrai le lien de son Twitter en description, mais aussi le mien. Vous pouvez me suivre sur Twitter où je raconte des choses sur l'économie et la blockchain en particulier, et aussi sur Telegram où on est nombreux, on est une communauté, enfin nombreux, on est 300 et quelques, mais c'est cool parce que c'est une communauté qui est vraiment sympa. Une communauté de gens assez intelligents, où il y a un peu de controverse, quoi. Les gens débattent, mais gentiment, dans le calme, sans insultes, sans troll, et en apportant des arguments ou des remarques intéressantes sur les différents sujets. Donc c'est super cool. Je suis extrêmement satisfait de cette petite communauté d'environ 300 personnes, et je vous encourage à nous rejoindre dans la même démarche pour parler de blockchain, pour parler de technologie, pour parler d'économie et tous ces sujets qui m'intéressent tant. Peut-être que je me mettrai aussi un peu à parler d'intelligence artificielle. Je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, ça pulse. Il y a des trucs de ouf. Bref, je vous remercie pour vos attentions et je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.